Alors dans mon métier, une des premières missions que j'ai dû accomplir à bien, c'était la création de l'univers qui allait servir de référent pour tous les jeux Might and Magic. Un univers commun qui serait parfaitement maîtrisé par Ubisoft. Donc il fallait être à la base, le développer, faire en sorte qu'il soit assez riche pour englober plusieurs jeux. Et là, je vais vous dire comment on s'y est pris et quelles sont les leçons qu'on peut tirer de la création d'un univers imaginaire. Avant de détailler le process de création d'univers, il y a deux petites introductions qui doivent être faites. D'abord sur la narration. On dit souvent, c'est assez général, qu'il y a trois types de narration très fortes. La première qui est character-centric, qui parle des personnages, où vraiment on raconte l'histoire de personnages et leur interaction entre eux. Et c'est valable pour tous les médias, jeux vidéo, romans, bande dessinée, cinéma, etc. La deuxième qui est plot-centric. Plot, c'est l'intrigue, ça veut dire qu'on va parler d'une histoire. C'est souvent les histoires de meurtre. Qui a tué Pamela Rose? Voilà. Donc on veut savoir comment ça s'est passé, il y a des retournements de situation, des coups de théâtre, etc. Donc ça c'est vraiment le plot-centered. Et puis il y a les histoires qui racontent un univers, où finalement l'intrigue, l'histoire elle est un peu classique. Les personnages peuvent être très archétypaux, voire bidimensionnels ou unidimensionnels, mais le monde est incroyable. Et c'est ça qu'on a envie de voir. Donc c'est peut-être un peu, c'est bien sûr, on pense au Seigneur des Anneaux, on peut penser à Avatar aussi, voilà, c'est des histoires de monde avant tout. Donc là, nous, effectivement, au début, on s'est dit, on va créer l'histoire d'un monde. On va pas parler de personnages spécifiquement ou d'intrigue. On pourrait raconter n'importe quel type d'histoire et mettre en scène n'importe quel type de personnage dans ce monde imaginaire. On veut d'abord détailler un monde. La deuxième chose à dire aussi, c'est que dans le monde du jeu vidéo, on a tendance à dire, d'abord on a des idées de game design, de gameplay, de mécanique de jeu, et puis après on colle une histoire des personnages, une vision artistique dessus. Pas du tout. Dans le monde vidéo d'aujourd'hui, tout commence par l'univers. Ça peut un peu choquer, mais on va de plus en plus vers ça, c'est-à-dire on commence par dire, voilà, ça va être ce monde, ses règles, son cadre, qui vont définir tout ce qu'on va faire derrière, quels que soient les types de jeux. On pourra mettre plein de jeux dans cet univers différents, parce que il sera cohérent, il aura des règles, etc. Donc partant de ces deux postulats, nous on a dit voilà, on va raconter l'histoire d'un monde, et on va faire en sorte que ce monde soit un monde adapté aux jeux vidéo, donc qu'il ait un écosystème, des mécaniques, des règles qui puissent ensuite être traduites en mécaniques de jeu. Alors, je ne vais pas détailler spécifiquement le monde qu'on a créé pour Might and Magic qui s'appelle la chaîne, je vais vous parler de manière plus générale d'un monde imaginaire, pas un monde basé sur quelque chose qui est réaliste et qui est juste une adaptation d'une partie de notre monde ou d'une partie de l'histoire de notre monde, puisqu'on fait ça aussi. Là, c'est vraiment, on part de zéro, voilà, on doit inventer un monde imaginaire. Tel que ça s'est passé dans notre projet, on était deux au départ à plancher dessus, donc moi et un scénariste qui s'appelle Richard Dansky, qui travaille pour Ubisoft, qui vient du monde du jeu de rôle, un peu comme moi, on a un background commun. Lui il vient de la société White Wolf, il avait beaucoup travaillé avec eux, et donc on avait tous les deux déjà cette expérience un peu d'inventer des mondes et des scénarios pour des joueurs, de s'intéresser aux créations de mondes. Donc quand on s'est posé ensemble, premier réflexe qu'on a eu, c'est voilà, il faut partir d'un monde, on a des contraintes parce qu'on sait que ça va être un monde de medieval fantasy, etc. Mais qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Qu'est-ce qui doit venir d'abord? Et vu notre background à tous les deux, on a dit c'est la cosmogonie, c'est-à-dire qui a créé ce monde, quelles sont les règles un peu qui vont le régir, comme la gravité régit le mouvement des astres. Bon, c'était un peu la même chose. Donc au départ, voilà, première question, premier postulat, avant de partir sur quoi que ce soit, la géographie, dessiner une carte, etc., c'est quel type de monde c'est, comment il a été créé, quels sont ses dieux, qu'est-ce qu'il représente comme force, et comment ces forces vont interagir entre eux. Donc déjà, on a là des éléments d'intrigue, des sources de conflit, la différente religion, la différente interprétation qu'on pourra avoir ensuite de ces religions, puisque bien sûr, même si on avait un dieu unique, il y aurait plein de sectes qui seraient créées, chacune avec une vision différente de ce qui pourrait se passer, et puis des idées de gameplay. Si on a des forces opposées qui représentent des concepts et des symboles, et ben ça donne des idées de mécanique de jeu. Donc voilà, on part de la cosmogonie, on a vraiment commencé par ça. Au début était le néant, et ensuite il y eut des dieux avec voilà, leurs différentes sphères de pouvoir, sphères de contrôle. À partir de là, on a dit voilà, maintenant on a les dieux, il faut définir quel type d'univers c'est en galaxie, espace, infini, est-ce que c'est un monde plat comme une pizza, est-ce qu'il est unique dans l'univers. Bon, au-delà de la cosmogonie, voilà, ça va être quoi notre terrain de jeu en fait. Et nous, on est parti sur, on va créer un univers qui est un peu similaire au nôtre, donc oui, il y a des étoiles, il y a une galaxie, il y a des constellations, il y a un univers en expansion, mais tout va se passer sur une planète qui est bien sûr choisie par les dieux comme étant celle qui est la planète principale.
Donc voilà, on définit le terrain de jeu, et du coup là on commence à parler de comment ces dieux vont façonner ce terrain de jeu. Donc l'interaction des jeux avec des dieux pardon, avec la matière première, le décor. Et puis on va définir sa géographie, sa topographie, mais aussi son écosystème en termes de géopolitique. Et ça va être très important pour la suite. Donc c'est maintenant qu'on connaît un peu nos divinités, il y a des peuples qui vont les adorer, d'autres qui vont les rejeter, d'autres qui vont détourner leur message. Où est-ce qu'on les met sur la surface du monde? À quelle culture on va faire référence pour donner une saveur immédiatement perceptible à notre public à ces différentes factions? Donc on divise le monde en différentes factions. On essaie de se baser tant que possible, puisqu'on est dans un univers de high fantasy, mais même de manière générale, c'est quand même souhaitable, sur des références que les gens ont. Donc ça peut être des références historiques, mythologiques, ça peut être de la pop culture. On peut faire ça va être les gangsters, ils vivent en banlieue, voilà, peu importe. Mais du coup, voilà, que même si on est dans un univers imaginaire, les gens accrochent plus facilement. C'est ce qu'on appelle les aider à rentrer par la petite porte dans le grand univers qu'on a créé pour eux. Une fois qu'on a fait ça, donc on a nos factions en place, on a la géographie, on va avoir une évolution. On part de l'an zéro, là, les dieux ont créé le monde et puis ils ont mis leur population, leur pion entre guillemets sur l'échiquier, mais c'est pas une situation stable, il faut du dynamisme. Donc il faut créer une timeline avec des grands moments clés. Donc c'est là où on arrive un peu plus sur le côté plot, intrigue. C'est, on va dire, à un moment il y a eu un vrai bouleversement et il y a une des factions qui est devenue complètement dominante ou hégémonique et du coup les autres vont résister et elle s'est scindée en sous-factions et ainsi de suite. Bon, ça va permettre de donner une vraie vie au monde, une cohérence, une richesse. On va faire des grandes étapes comme ça qu'on va déterminer, qui vont être importantes et qui vont être un peu l'ossature de l'univers. Par contre, on va laisser beaucoup de petites zones d'ombre. Soit des périodes qu'on détaille pas du tout ou des zones géographiques qu'on laisse terra incognita non explorées, ce qui permettra ensuite aux gens qui vont créer dans cet univers d'avoir des poches, des réserves pour pouvoir apporter leur propre création, hein, qu'on ne les bride pas non plus complètement. Soit ça va donner un petit côté mystérieux. Là je vais reprendre le côté J.J. Abrams, il faut préserver la petite boîte, on ne sait pas ce qu'il y a trop dedans. Donc on va laisser des personnages ambigus, ou même nous, les créateurs de l'univers, on ne va pas définir complètement leurs motifs, leur personnalité, etc. Ça va juste être des figures légendaires, un peu voilées dans la brume, dans le mystère, et on va laisser les joueurs, les lecteurs, les futurs auteurs interpréter ça à leur façon. Donc ça c'est très important pour que l'univers garde une part de mystère et de fascination. Hein. C'est comme dans un couple, il faut toujours que l'autre préserve une part de mystère si on veut que la séduction opère. Donc là c'est pareil, cet univers il ne faut pas qu'il soit complètement clos et fermé. Une fois qu'on a fait ça, on a déjà une très bonne base, et là on va commencer à s'occuper des détails. Donc on va, après c'est en fonction du temps, des ressources, des ambitions, on peut aller vraiment dans le détail pour définir les icônes, les symboles, les codes couleurs liés aux différentes factions, pour définir des archétypes, des traits de personnalité liés à différents personnages clés, pour aller dans le détail de la culture de chaque faction, et ça peut, dans notre bible d'univers, on trouve les plats favoris de certaines races, la façon dont ils dansent, les instruments qu'ils utilisent pour leur musique tribale, etc. Donc, après voilà, comme je dis, ça dépend du temps qu'on passe, du nombre de personnes qui travaillent dessus, des moyens, des ambitions, et puis des besoins aussi, puisque cette création d'univers est organique, là, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on est dessus, et elle s'enrichit sans cesse. Il faut voir que chaque nouveau projet, jeu, BD, roman lié à cet univers va apporter des détails qui vont enrichir, être consolidés, devenir ce qu'on appelle canonique, et puis au fur et à mesure, faire en sorte que de 5 pages de documents au départ, on arrive à un serveur dans notre cas qui est rempli de gigas de données graphiques, audio, textuelles, game design, etc. Donc voilà ma recette pour une création de monde bien réussie. En revanche, ce qu'il faut ajouter, c'est que bien sûr il y a un maître d'œuvre, mais ça inclut une vraie équipe, c'est une œuvre collective. Et puis ça inclut tous les corps de métier possibles et imaginables. C'est pas juste des scénaristes qui vont s'impliquer dans cette création, c'est également des artistes, c'est des musiciens, puisque la musique joue un rôle très important, et ce qu'on appelle l'audioscape, hein, le paysage sonore, qui va être lié à l'univers. Ça va être des game designers dans notre cas, puisqu'on est dans le jeu vidéo, et donc il va falloir aussi des mécaniques de jeu, des systèmes de jeu. Et voilà, tous ces contributeurs ensemble vont confronter leurs idées, les fusionner pour obtenir à la fin cet univers qui est riche, cohérent, mais qui garde, comme je disais, sa part de mystère.